On y va. Merci à tous de nous avoir rejoints, nombreux, malgré un froid peu lent et des élections aussi qui sont imminentes, donc il y a du mérite. Ce soir, on va parler de science. Donc déjà, je me présente, Jean-Philippe Brett, président de l'association InVivo depuis 3 ans. J'ai pris le relais donc, de Vincent Guibert qui a fondé l'association en 2009. Et ce soir, on va parler de science. Alors, je vais introduire un petit peu le débat, puis après, je passerai la parole à Jean-Paul et Gilles. Donc, le déroulement, il y a un exposé d'abord, par chacun d'entre eux, et ensuite, nous ferons des questions-réponses avec la salle. Alors, c'est le but de l'association InVivo, c'est de rapprocher les experts et la salle, le public, pour qu'on puisse vraiment échanger, poser des questions, bien sûr dans le respect, dans l'écoute mutuelle. Il y a parfois des sujets polémiques, parfois beaucoup moins. On a traité l'école, on a traité l'énergie, l'économie. Ce soir, c'est la science et le citoyen. Voilà. Alors, je vais citer notre haut commissaire français, Yves Bréchet, qui m'a marqué récemment lors d'une conférence. Il a dit « C'est bien beau de lancer des grands débats en France avec des milliers d'auditeurs, mais en fait, les gens ne comprennent pas forcément le sujet tant qu'on n'est pas dans une salle à moins de 50 personnes, les yeux dans les yeux, et qu'on peut échanger, poser ses questions sans crainte, dans la bienveillance. Voilà. Un petit comité, c'est toujours mieux pour comprendre le sujet. Et Dieu sait que la science, c'est un sujet complexe. Hein. Voilà. Alors, donc, au niveau du déroulement. Voilà, donc je vais présenter tout simplement les invités. Nous avons d'abord Jean-Paul Crivi, à gauche, donc rédacteur en chef de Sciences et Pseudosciences, donc revue de l'Association française de l'information scientifique, l'AFIS, et Gilles Rivière-Wetstein, donc écrivain, membre de la FEJS, donc Association française des journalistes agricoles. Écoutez, je vais vous passer la parole. On remercie le maire de nous avoir prêté la salle pour ce soir. On est parti donc jusqu'à 22h30, 22h45. Une petite heure d'exposé et après une grande heure de débat avec tout le monde. Je vous passe. Merci. Je vais peut-être demander un volontaire pour Jean-Philippe. Oui, bah, je peux le faire. Et puis on passera. Philippe nous aidera. Alors, je vais afficher ici. Hop. Ça va, il n'y a pas de blessés. C'est parti. Tu peux passer. Je déjà présenté. Alors, le sujet de l'introduction que je vais faire, ça reprend le sujet qui est ici. Croire. L'objet de l'exposé, c'est pas de vous amener la réponse. Je ne vais pas vous dire c'est ça qu'il faut croire ici, et voilà à quelle personne il faut faire confiance pour savoir ce qui est vrai et faux. Je vais néanmoins essayer de donner un certain nombre d'indications, de descriptions qui montrent que le problème est compliqué, donc il n'y a pas de solution très simple, et un petit peu montrer tous les dangers qu'il y a, tous les, des lignes directrices qu'on peut adopter pour essayer de s'y retrouver. Alors, que faut-il croire déjà? Premier aspect de la question. Je pense que là, je peux vous laisser éventuellement lire pendant 2 minutes. Il est probable que beaucoup d'entre vous ont un avis sur pas mal des choses qui sont écrites là-dessus, ou n'ont pas d'avis sur certains sujets, et probablement pas le même avis d'ailleurs sur chacun des items. D'autant plus que parfois j'ai mis des items qui sont contradictoires les uns les autres. Donc ça, c'est une vraie question, parce que si vous vous interrogez derrière en vous disant vous-même, mais qu'est-ce qui me permet de dire que telle ou telle chose est vraie ou fausse? J'en prends une qui est la moins polémique, mais j'y reviendrai un petit peu. La matière est composée d'atomes. Je doute qu'ici, quelqu'un ait vraiment fait l'expérience pour dire « je le sais parce que je l'ai expérimenté moi-même, j'ai vu les atomes ». Donc ça, c'est la première question. Que faut-il croire? Ce n'est pas une question simple. Et elle adresse cette question des tas de sujets qu'on rencontre au quotidien, où on entend des choses à la télévision. Après, qui il faut croire? Parce qu'il y a bien cette question, pas croyance au sens ordinaire, mais il y a bien une, pour reprendre un terme employé, c'est une croyance par délégation pour un certain nombre de sujets. Comme il nous est impossible pour nous d'aller faire les expériences, et j'y reviendrai, de vérifier tout ce qui a été affirmé là, ben, il faut bien à un moment donné avoir une certaine confiance dans des acteurs auxquels on va auprès desquels on va prendre la source d'information. Alors c'est qui? C'est les journalistes, c'est peut-être les politiques qui décident d'un certain nombre de lois, ça peut être son médecin, ça peut être Wikipédia, les réseaux sociaux, les scientifiques, il faudra voir ce qu'on a derrière, les agences sanitaires, les ONG. Donc toutes ces questions, je vais non pas vous dire à la fin c'est celui-là qu'il faut croire, mais essayer de donner un petit peu un certain nombre d'éléments méthodologiques. Donc
avant d'après. Une petite publicité, comme j'ai été présenté comme le rédacteur en chef de la revue Sciences et Pseudosciences, et ça tombe plutôt bien parce qu'il se trouve que le numéro qu'on a sorti, on est trimestriel, est en plein sur ce sujet, et regroupe un certain nombre d'articles sur lesquels, d'ailleurs pour certains desquels, je me suis appuyé dans ma présentation. Voilà, je ferme la parenthèse publicitaire. Alors, première question, avant d'aborder des sujets un peu plus d'actualité autour de la santé et de l'environnement, c'est déjà la science tout simplement. Est-ce que c'est rationnel d'accepter ce que disent les scientifiques, d'accepter les théories scientifiques? Tout simplement, cette question, elle n'est pas si simple que ça. Et la rationalité, qui va nous faire dire que je crois ou je ne crois pas telle ou telle chose, par exemple la matière est composée d'atomes, dépend énormément de l'information dont nous disposons. Et de ce point de vue, ce n'était pas irrationnel depuis les 5 que j'ai mis ici, les hommes préhistoriques, de dire qu'à l'évidence, la Terre est plate, était complètement rationnel. Parce que les connaissances dont ils disposaient portaient vraiment à croire que la Terre est plate. Et on peut donner des tas d'exemples comme ça, je ne vais pas les faire tous. Jean-Philippe, tu n'hésites pas à me dire en termes de temps. D'accord. Et fondamentalement, l'essentiel des affirmations qui sont faites dans le domaine scientifique sont faites par des scientifiques qui ont accès, eux, à une information que le grand public n'a pas et ne peut pas avoir, parce que c'est trop complexe, parce que c'est trop pointu, etc. Et donc, du coup, il y a bien cette confiance qu'on doit avoir, c'est qu'à un moment donné, il faut bien croire des gens qui nous affirment des choses, et je vais donner quelques critères en science pour dire pourquoi, finalement, on a des bonnes raisons de croire certaines choses et pas d'autres. Alors, le problème, il est là, c'est qu'on ne peut pas faire reposer cette croyance, ou plutôt cette conviction que certaines choses sont vraies ou fausses en science, on ne peut pas le faire reposer uniquement sur la confiance. Parce que, d'abord, fondamentalement, la science, elle dit le contraire. Elle s'est construite, la science moderne, elle s'est construite depuis quelques siècles, d'une manière d'ailleurs avec quelque chose de très... qui était très dangereux pour je dirais, les gouvernants. Elle s'est construite sur le fait que ceux qui ont raison, ce n'est pas forcément en science, ceux qui sont les plus forts, ce n'est pas l'autorité divine, ce n'est pas le roi qui a raison, c'est les faits qu'on peut vérifier. Donc il y avait quelque chose de subversif dans la science, et donc elle ne se base pas sur un contrat de confiance en disant c'était comme les évangiles avant, vous me croyez, je vous dis des choses et ça marche comme ça. Non, la science s'est construite autrement. On est peut-être aujourd'hui, Gilles y reviendra peut-être aujourd'hui en décrivant un certain nombre de controverses, de situations de l'expertise. Dans cette situation de l'arroseur arrosé d'une certaine manière, c'est que vis-à-vis de la science, les gens se tournent vers elle en disant « mais pourquoi devrais-je vous croire? J'ai aucune raison d'être dans cette relation. » Alors, comment on peut s'en sortir quand on reste dans le domaine de la science? Après, je parlerai plus spécifiquement des problèmes de santé, d'environnement, qui sont des choses très controversées. Alors, encore appuyer voilà. Étude rationnelle, donc, ce que propose, là je m'inspire d'un article du dossier que j'ai cité tout à l'heure, de Jean Bricmont, il propose une manière très simple de se retrouver par rapport à la question que je disais tout à l'heure, qui était d'étendre un raisonnement que David Hume, philosophe du XVIIIe siècle, suggérait de faire vis-à-vis des miracles. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que la relation qui va nous faire croire en quelque chose, elle n'est pas différente d'un petit peu la rationalité qu'on a au quotidien. Et il disait une chose, quand on vous parle de miracle, et il s'agit d'étendre ce raisonnement à tous les faits qu'on nous affirme, quand on nous parle de miracle, en général, les gens n'ont pas vu directement le miracle. Les deux faits qui sont objectifs, c'est qu'il y a, d'une part, on n'a jamais vu, nous, moi, soi-même, les miracles, à quelques exceptions près, et par contre, c'est vrai, on connaît des gens qui se trompent ou qui cherchent à vous tromper. Ça, c'est deux faits objectifs de la vie courante que tout un chacun peut avoir. Et donc, il est plus rationnel de croire ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, il est plus rationnel de croire plutôt qu'il n'y a pas de miracle, et plutôt que les gens se trompent ou veulent nous tromper. C'est tout à fait rationnel vis-à-vis d'un miracle, c'est ce que disait David Hume, parce que ça correspond à notre expérience personnelle qu'on vit au quotidien. Des gens qui se trompent ou qui veulent nous tromper, on en voit des tas. Des miracles, on n'en a jamais vu, donc c'est plutôt probable que ce soit la deuxième hypothèse. Et donc ce qu'il disait, c'est quelqu'un qui vous affirme quelque chose, un miracle, exigez des preuves convaincantes. Dites-lui pourquoi je devrais vous croire, plutôt que le fait que vous vous trompez ou vous me trompez, sans faire procès d'invention, qu'au moins vous vous trompez. Et donc la question, c'est la première remarque, et je la reprendrai un petit peu après sur ce qui se passe aujourd'hui sur des tas de questions, c'est cette question, quelqu'un qui vous affirme telle ou telle chose, je vais poser la question, pourquoi je devrais vous croire, et j'essaierai d'aller un peu plus loin, parce qu'il faut voir après quel genre de questions il faut poser. Mais ceci dit, deux autres arguments qui sont fondamentaux vis-à-vis de la science, c'est que quand même une preuve, et ça qui ne relève pas de la question de la confiance a priori, c'est que la science, elle produit des technologies, et les technologies, c'est une sorte de miracle. Hein.
placez-vous aujourd'hui, je veux dire, à quelqu'un qui verrait, qui vivrait, qui aurait vécu il y a 200 ans, qui verrait les voitures, les smartphones, la télévision, ou même ce projecteur quand il veut bien marcher, ça serait littéralement un miracle. Donc ça, c'est un miracle. La science, elle a construit ce genre de choses avec ses applications technologiques, et donc c'est une certaine preuve qui ne relève pas de la confiance, parce que tout le monde peut l'expérimenter au quotidien, sa voiture marche, sa télévision marche, et donc la première preuve de la science, qui ne repose pas complètement et pas sur la confiance, c'est la technologie qui est reproductive et visible partout. Et deuxièmement, c'est la capacité à prévoir. La science est capable de dire que telle chose va se passer demain, que si on lance un caillou de cette manière, il va tomber exactement à tel endroit. Elle est capable de dire plein de choses en prédiction. Et ça, c'est le deuxième argument, en plus de la méthode du raisonnement de David. Alors ceci dit, et ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas toujours aussi simple. Et en particulier, je donne deux types d'exemples. Il y a des théories qui n'ont pas réellement d'application. Disons que elles sont moins tangibles, typiquement l'évolution. Bon, il y a des gens qui connaissent un petit peu, on peut trouver aujourd'hui. Enfin, pour le commun des mortels, c'est pas évident à toucher. Le Big Bang, c'est quoi les applications de cette théorie? Si quelqu'un me dit demain, finalement, la théorie du Big Bang est invalide, quelles sont les applications qui ne marchent plus? Et puis les assertions des scientifiques sur les dangers potentiels du futur. Les pesticides sont-ils dangereux? Les OGM sont-ils dangereux? Les vaccins, etc. Je vais prendre ces exemples. C'est pas quelque chose qui sont aussi simples à démontrer, même si ça apporte une partie des réponses, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus complexe parce que ça apporte dans un futur qui ne s'est pas encore déroulé. Alors, j'en viens maintenant à la question qui était un peu plus au centre, pas la science en général, mais je pense que cette démarche-là, elle est un peu générale, mais en santé, qui est un peu le sujet sur lequel je pense c'est important de centrer. Si on veut s'y retrouver dans cette interrogation de qui croire et que croire, il me semble important déjà de comprendre comment la science, notamment en santé, se construit. Parce que ça permet de poser les bonnes questions. Quelles sont les bonnes raisons que vous avez de me donner pour vous croire quand vous dites que les vaccins sont efficaces et représentent très peu de danger? Alors, il faut revenir sur, finalement, en santé, ce qui est le cœur du sujet, qui sont la méthode en santé, les études en double aveugle contre placebo. Je rappelle ici, je vais peut-être aller très vite, le premier essai clinique contrôlé, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'était pour mettre en évidence le rôle des vitamines C pour le traitement du scorbut. Il faut savoir que dans les navires, l'essentiel des gens mouraient du scorbut et pas tellement des batailles qu'ils avaient contre leurs ennemis, c'était vraiment un fléau. Et un jour, un médecin embarqué sur un de ces bateaux, en 1847, a voulu tester d'une manière un peu rigoureuse les différentes méthodes. Donc il a pris tout ce qui se pratiquait comme traitement à l'époque pour traiter le scorbut. Donc je vous laisse lire, un litre de style, 25 gouttes d'exiliaire, de vitriol, etc., etc. Petite parenthèse, il a rajouté 2 oranges et un citron par jour, mais on aurait qualifié ça à l'époque de pseudoscience, parce que personne n'utilisait ça, mais pour je ne sais pas quelle raison, il a rajouté les oranges et le citron, enfin il a mis ça. Et puis il a fait des groupes complètement identiques, il n'en avait pas beaucoup, il avait une douzaine de marins sous la main qui avaient des symptômes de scorbut. Il en a mis 2 dans chaque groupe, il a mis, je crois, 2 autres marins dans un groupe témoin, c'est-à-dire à chacun des groupes, il a donné un des traitements, et puis aux autres, il a donné la nourriture habituelle sur le bateau, et surtout à conditions identiques. C'est-à-dire qu'ils étaient hébergés dans le même genre de hamac, au même endroit, ils avaient toutes choses égales par ailleurs, pour être sûr qu'on n'impute pas de manière indue à une autre condition externe une guérison éventuelle. Et il s'est aperçu en quelques jours que ceux qui avaient les oranges et le citron allaient beaucoup mieux. Et voilà, ça a été le premier essai contrôlé en double aveugle. Depuis, la méthode s'est largement répandue, mais c'est encore celle fondamentalement qui est sous-jacente en santé pour dire que quelque chose marche ou ne marche pas, au-delà de tout ce qu'on peut dire et raconter, c'est la base. Donc si on revient sur la question qu'on doit se poser quand on vous affirme que, par exemple, j'ai pris sur Internet, il y en a des tonnes, ce traitement-là, il est très bien pour maigrir et c'est certifié et cliniquement prouvé. La première question, c'est quelles sont les études qui le montrent? Et est-ce que ces études sont bien, avec un bon groupe témoin, en double aveugle, etc. etc. Je n'ai pas le temps de détailler en détail la méthode, mais c'est vraiment la question qu'il faut poser. Ça, c'est une interrogation que d'ailleurs une de nos associations anglaises, qui est un peu une association sœur de celle que nous présentons en France, a sorti tout un fascicule pour expliquer. Chaque fois que vous entendez à la télévision, à la radio, des gens qui vous disent telle ou telle chose, ça marche,
demander est-ce qu'il y a eu quelles études, est-ce que c'est bien des études en double aveugle contre d'autres témoins, etc. Alors ça c'est basique, on passe à la suite. C'est quand même 1000 fois plus compliqué que ça, mais c'est la base. Alors pourquoi c'est 1000 fois plus compliqué que ça? C'est qu'une étude ne fait pas le printemps. Et pour plein de raisons. D'abord, fondamentalement, parce que la science marche comme ça. Quand on a une étude qui sort quelque chose, eh ben, la première chose que fait le scientifique qui est honnête, c'est de publier cette étude, non pas pour dire c'est la vérité, c'est établi à plus jamais, pour faire que les autres scientifiques puissent examiner les résultats, les reproduire, les invalider, regarder s'il y a un biais, pour finalement à la fin dire j'ai reproduit ou j'ai pas reproduit. Donc, le fait qu'une étude soit publiée sur un sujet ne dit rien sur le fond, peu sur la validité des affirmations qui sont faites derrière. C'est pour ça qu'il faut toujours être méfiant quand on voit dans les journaux une nouvelle étude montre que. Il faut regarder qu'est-ce qui a déjà été publié sur le même sujet. Si c'est la première fois que quelque chose a été publié, est-ce que ça a été reproduit, et avoir cet esprit critique. Et puis surtout, fondamentalement, en science, et de plus en plus, il y a énormément de biais, de fraude, d'embellissement. Alors, on a un article pareil dans le dossier de la revue. Ça va de non intentionnel, des gens qui se trompent, je veux dire, sans le vouloir, à de l'intentionnel, mais il y en a énormément. Le nombre de revues rétractées, d'articles soumis puis rétractés est extrêmement important. Par exemple celui-là, qui a fait la une des journaux grand public, et parce que des journaux scientifiques, les OGM sont des poisons, a été rétracté de la revue où il a été publié la première fois. Rétracté, c'est quoi alors? Rétracté, une revue à comité de lecture, juste tu peux préciser ce que c'est? Alors, rétracté, ça veut dire, et ça il y a encore plein de dons, c'est que en règle générale, c'est que la revue décide de retirer l'article parce que, mais elle ne donne pas toujours la raison. Il y a eu des fraudes, il y a eu des données trafiquées. Dans ces cas-là, ils ont dit finalement les résultats, c'est non concluant, ça dit rien. Parce qu'il y a des revues à comité de lecture par opposition à d'autres types de revues? Toutes les revues, non, c'est les revues à comité de lecture, voilà. C'est les revues un peu sérieuses qui bien préciser ce que c'est qu'une revue à comité de lecture, voilà. En quoi ça se distingue des autres, parce que c'est alors j'y viens un petit peu après, d'accord, parce que même là-dessus c'est compliqué. Mais donc il faut voir qu'il y a cet aspect qui fait qu'une étude, c'est un premier pas. Savoir si c'est une étude dans une revue publiée à comité de lecture, c'est un premier pas. De regarder est-ce qu'il y a bien le protocole que j'ai décrit avant, c'est important. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant, parce que il y a toutes ces questions-là. Et alors, je donne 3 exemples d'études qui ont décrié la chronique mais n'ont jamais été reproduites. La fameuse étude sur la mémoire de l'eau qui, quelque part, disait que l'eau a des dilutions tellement grandes qu'il ne reste plus plus un seul atome de la molécule, enfin une seule molécule supposée active initialement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dedans, serait quand même actif. En gros, cette théorie-là a fait l'objet d'une publication. Si ça marchait, c'était une preuve, pas une preuve, mais un argument à l'appui des gens qui affirment que l'homéopathie marche, parce que le problème de l'homéopathie, c'est qu'il n'y a plus rien du tout dans les dilutions des 9/10 des médicaments homéopathiques, il n'y a strictement que le solvant. Cet article a été publié, il a défait la chronique, il a fait la une du journal Le Monde, mais il a été non pas retiré, mais la revue Nature, je l'ai publié ici, a dit finalement il était biaisé, il n'y a pas de valeur à cet article-là. Donc deuxième exemple, la fusion froide, où des chercheurs avaient affirmé être capables de refaire une fusion nucléaire à température ambiante, ce qui violait d'ailleurs un certain nombre de lois physiques, ou la fameuse que j'ai évoquée tout à l'heure, les OGM sont des poisons, ça fait le tour de la presse, on en a parlé partout et bien récupéré, mais cette étude sans fondement. Il y a, et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire il y a les revues à comité de lecture, enfin il y a énormément ce qu'on appelle des journaux prédateurs, où grosso modo, le comité de lecture il est là, mais il est fantôme, ou il n'y en a pas, et il n'est pas possible de publier ce qu'on veut, il suffit de payer. Et payer les frais administratifs distincts, c'est pas forcément très cher. Donc on a montré dans le dossier un exemple, des gens qui ont publié des articles montrant que pi, c'était cette formule-là. Alors il y a peut-être des matheux dans la salle, mais en fait si ça est vrai, tous les mathématiques s'écroulent. Donc n'importe quel mathématicien voyant ça aurait dû dire ça ne tient pas debout. Voilà, donc je ne rentre pas sur pourquoi mathématiquement ça ne tient pas debout, mais n'importe quel mathématicien de niveau Bac plus 2 va dire ça résout la quadrature du cercle, ça ne tient pas debout. Mais il y a eu des publications, on peut trouver donc des articles à comité de lecture qui disent pi égale ça. Donc c'est quand même compliqué. Et je donne un autre exemple sur les OGM d'une revue prédatrice. Il y a un site qui les recense. D'ailleurs, c'est rigolo, quand on va sur le site de cette revue qui a publié un article disant un maïs donné OGM était dangereux, la preuve sur un troupeau. Gilles connaît ça par cœur.
Vous allez sur le site, vous tapez sur le comité de lecture, ça tombe sur une page vide. On a tous les ingrédients d'une revue fantôme, mais ça fait rien. L'article est sorti. Il a fait, il a fait mention du coup, dans différents journaux de la presse publique. Il a fait l'objet d'une question au Parlement européen en disant une étude dit que, etc. Et ça s'appuie sur rien du tout. Alors je termine sur cet aspect, puis après je dirai 2-3 mots sur les biais. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a envie de dire, bon alors finalement, rien n'est possible. C'est-à-dire qu'on nous dit, faut demander est-ce que ça a été publié, mais après on nous dit, les articles, ça vaut pas grand-chose. Alors oui, ça vaut quand même quelque chose. Dit simplement, c'est plus compliqué. Et la manière finalement de s'en sortir un petit peu en santé, en environnement, c'est, j'ai mis ici une sorte de pyramide d'un groupe, peu importe lequel, c'est un groupe qui fait référence au niveau international sur les analyses scientifiques en santé, ça s'appelle le groupe la collaboration Cochrane, qui regroupe des milliers de chercheurs au niveau mondial, qui acceptent de repasser en revue systématiquement des affirmations dans le domaine médical, rassemblent toutes les études qui sont faites et produisent ce qu'on appelle des méta-analyses ou des revues systématiques. C'est-à-dire que sur un sujet donné, qu'est-ce que font ces gens-là? Eh bien, ils prennent l'ensemble des études qui ont été publiées sur un sujet. Par exemple, est-ce que le vaccin contre l'hépatite B provoque la sclérose en plaques? Ils prennent l'ensemble des études et ils font ce qu'on appelle une méta-analyse. Ils regardent s'il y a 20 études. La première chose qu'ils font, c'est d'enlever celles qui ne sont pas très sérieuses, parce qu'on en voit tout de suite, qui sont pas en double aveugle, ont tous les défauts que j'ai évoqués. Ils gardent celles qui sont là, qui ont une qualité suffisante, et puis ils font la synthèse de tous les résultats pour dire à la fin, eh ben, on peut dire ceci, on peut dire cela. Et donc, c'est ce qu'on appelle la littérature de synthèse. Et ça, fondamentalement, c'est ce que font les agences en santé publique. Elles ne produisent en général pas elles-mêmes de la recherche, mais elles regardent sur un sujet, qu'est-ce qui a été publié, pour dire à la fin, pas cette chose publiée, c'est trop fragile, ou au contraire, de cette littérature de synthèse sort, par exemple, qu'il n'y a aucun lien entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l'hépatite B, mais ça ne sort pas d'une étude, ça ne sort pas du cerveau d'un scientifique, ça sort d'une analyse, d'une méta-analyse. Et donc ça, c'est peut-être le bon réflexe, on n'y arrive pas toujours aussi simplement, mais le bon réflexe, c'est de regarder quand quelqu'un nous affirme que quelque chose, eh ben, c'est quoi l'état du consensus tel qu'il sort de la littérature. Et là, il y a, je dirais, des sites qui donnent ça, les agences de santé sont un bon réflexe. Voilà. Alors, il y a bien sûr des limites, encore une fois, parce que rien n'est parfait, je ne vais pas les décrire maintenant, parce que, voilà, j'essaie, comme je vous le disais en introduction, je n'ai pas la réponse miracle en disant, voilà, il y a juste ça à faire, mais c'est quand même finalement ce qu'il y a de mieux à faire sur un sujet, de regarder d'abord quelles sont les études qui vont à l'appui de ce qu'on m'a raconté. Quelqu'un qui m'affirme quelque chose, c'est quoi les études? Regardez si c'est une étude qui a été faite, publiée dans une revue à comité de lecture, si c'est fait sérieusement avec un groupe témoin de ce que j'ai dit. S'il y a ça, on peut dire qu'on a passé une étape, et après de regarder qu'est-ce que c'est que la littérature de synthèse sur le sujet. C'est la méthode. Et là, voilà. Alors, oui, il y a une dernière chose. C'est pour ça que dans le qui croire, de manière, je vais dire, évidente, vaut mieux croire ceux qui sont investis d'une mission de service public de l'expertise, et je pense aux agences sanitaires, même s'il y a des défauts, même s'il y a plein de choses et on pourra en parler, plutôt que des experts privés qui vont dire moi je suis un expert autoproclamé, j'affirme que là-dessus, parce que les expertises, le service public de l'expertise s'appuie justement sur cette littérature de synthèse. Alors, ce que je voulais faire, mais je ne sais pas combien de temps Il reste combien de temps? Il y a eu encore 10 minutes, un quart d'heure. Hein, oui. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je voulais revenir sur un autre aspect, parce qu'on pourrait dire, c'est très simple, il suffit d'expliquer ça à tout le monde, et puis tout le monde va poser ses questions, va regarder les études, va regarder les méta-analyses, et puis on ne se fera pas berner sur des tas de choses, il n'y aura plus de controverse, parce que tout le monde aura regardé un petit peu la synthèse. Et je vais dire, c'était le titre que j'ai mis là, on a finalement les gens ont de bonnes raisons de croire en des idées fausses, et ça peut paraître paradoxal, et c'est ça que j'ai un peu expliqué. Alors ça, je passe très vite, c'est de dire que les OGM, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que toutes les agences sanitaires du monde, toute la méta-analyse sur les OGM autorisés à la consommation, disent qu'il n'y a pas de danger. Encore une étude qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, une méta-analyse de l'Académie des sciences américaine. Donc, je veux dire, l'État est là. Et pourtant, je veux dire, il y a un sentiment, et plein de gens disent, mais c'est très dangereux. Donc on va essayer de voir un petit peu le pourquoi. Et puis, c'est un argument, je veux dire, important, c'est consommé par des dizaines de millions de personnes, d'animaux, sans effet, mais pas sans effet du genre, on ne les a pas analysés. Il y a eu des analyses, ça a été suivi, et on ne trouve rien du tout. L'électrosensibilité, tout le monde connaît cette affirmation, des gens qui souffrent réellement,
qui se disent victimes des ondes. Et le problème est là, c'est qu'on n'a jamais pu mettre en évidence toutes les agences, toutes les études qui ont été faites montrent d'une part les gens ne savent pas détecter un champ magnétique issu de la téléphonie mobile, qu'on n'a mis aucun effet pathogène, aucune étude dès lors qu'on est en dessous des seuils réglementaires. Et pourtant, des tas de gens sont convaincus que c'est les ondes qui les mettent réellement, et ils sont réellement par contre malades. La question elle n'est pas là, elle n'est pas de nier leur souffrance et leur maladie, simplement de dire que l'attribution aux ondes est fausse, est erronée. Parce qu'il peut y avoir des symptômes, hein. Il peut y avoir un effet nocebo, ce qu'on appelle, hein. C'est des vrais symptômes. Il peut y avoir ça, il y a des recommandations de l'OMS qui disent, c'est des vrais symptômes. Auto-suggéré Oui, peut-être. Hein, mais j'irai même pas pour dire, parce qu'on pourrait dire oui, mais alors c'est dans leur tête, comme on dit, mais la psychosomatique. L'OMS donne des recommandations très précises là-dessus. Ils disent la première chose dans une consultation, parce que les symptômes sont très hétérogènes, c'est même pas un symptôme homogène. L'OMS dit qu'en première recommandation, c'est de regarder si on peut pas